Je suis avec César Troisgros, restaurant Le Bois sans Feuille à Ouche, 3 étoiles Michelin et quasiment fondateur ou initiateur ou à l'initiative de ce concours. Oui, tout à fait. Effectivement, on travaillait avec Rational depuis quelques années. Et puis un jour, le directeur marketing, Jean-Baptiste François, m'a soumis l'idée d'organiser un événement. J'ai dit, tiens, pourquoi pas un concours. Alors, c'était courageux parce que ni Rational ni Trois Gros étaient vraiment à l'aise avec le sujet des concours. Mais c'est ce qui a fait que la mayonnaise a pris parce il y a une certaine fraîcheur dans le sujet, axé sur la réflexion de comment cuisiner, voilà, surtout le monde végétal, mais pas que, mais de cuisiner de façon plus intelligente et vertueuse et amener des jeunes présents en formation dans les écoles à réfléchir sur ce sujet et l'appliquer dans un concours. Vous êtes un petit peu le fil conducteur du concours. 4e présidence, c'est important pour vous. Oui, c'est important. Puis voilà, je pense qu'on a démarré de rien et petit à petit on consolide, on organise mieux. On a de plus en plus de candidats, des candidats de plus en plus expérimentés d'ailleurs, même si ça reste des jeunes en formation, hein, c'est la condition. Mais voilà, la mayonnaise commence à prendre dans les lycées, dans les écoles, et donc voilà, j'essaye de poursuivre avec Rational vers quelque chose de mieux, voilà, de plus en plus précis dans les sujets, dans l'organisation, etc. Alors il y a des évolutions, on l'a entendu au briefing ce matin, il y a des évolutions pour cette 4e édition, notamment un sujet de pâtisserie qui est important pour vous. Oui, oui, parce que voilà, moi je considère la pâtisserie au même niveau que la cuisine d'ailleurs, et encore plus dans un restaurant. Tiens, on fait cuisine salée, cuisine sucrée, voilà. Et je trouvais intéressant de faire travailler les candidats sur ce sujet. Et le sujet aujourd'hui, c'est créer une réciprocité en fait, hein, une complémentarité entre deux ingrédients qu'on a choisis et qui vont permettre de réaliser une assiette salée et une assiette sucrée. Donc la pâtisserie arrive à travers le sucre. Et je pense que, en tout cas dans nos restaurants, dans nos maisons, la pâtisserie est simplement la continuité de la cuisine et a tout autant de valeur et d'importance. Le sujet s'appelle complicité culinaire. Mm. Et si vous étiez présenté, vous avez réfléchi à ce que vous auriez proposé comme complicité culinaire? Quels auraient été les 2 produits qui pour vous auraient pu faire le fil conducteur entre le salé et le sucré? Alors, c'est une bonne question parce que là, vous me coupez l'herbe sous le pied un peu là, mais effectivement, peut-être j'aurais pris déjà deux ingrédients de saison parce qu'on est au mois de mars et c'était important de choisir des produits qui sont disponibles en ce moment. Il y en a plein en fait, hein. Et quand vous avez choisi deux produits, la créativité est infinie parce que entre l'équilibre entre les deux, la quantité de l'un, la quantité de l'autre, déjà rien que ça, leur température, leur découpe, leur cuisson, leur assaisonnement, vous pouvez créer une quantité infinie de plats en version sucrée et en version salée. Donc là, peut-être j'aurais choisi voilà, les radis et radis. Et puis qu'est-ce qu'on a en premier en première pousse de printemps ou en premier fruit de printemps? Il n'y a pas grand-chose encore, hein, mais j'aurais peut-être choisi un fruit d'hiver, peut-être quelque chose qu'on aurait pu ou alors mettre en conservation à l'automne, par exemple une pomme, une poire, un coin, voilà, navet et coin, peut-être travailler les coins en pleine saison, puis les mettre en conserve d'une façon, voilà, ou par stérilisation ou par fermentation, et agrémenter mon assiette avec ça. Voilà, j'aurais choisi navet et coin. Mm. Et coin et navet. Ah voilà. Qu'est-ce que ça représente cuisinons pour demain? Je veux dire, le sujet, il est quand même transversal, il est global et il amène à réfléchir à la cuisine de demain. Pour vous, c'est quoi la cuisine de demain? Bah, pour moi, la cuisine de demain, je la connais pas en fait, hein. Oui. J'ai pas la prétention de la Vous connaître. l'idéaliserez comment? Je pense qu'il faut déjà connaître la cuisine du passé, puis la cuisine du présent pour réfléchir à la cuisine de demain.
Donc ça, c'est le premier point très important. On n'est pas là pour bouleverser un monde, on est là pour réfléchir à réfléchir à notre métier dans sa globalité, c'est-à-dire d'un point de vue santé, d'un point de vue gaspillage, d'un point de vue nature. Voilà, déjà, c'est déjà 3 points très importants pour continuer à se nourrir et à nourrir l'autre. Parce que le métier de cuisinier, c'est un acte d'amour et on prolonge la vie en fait de la personne qui va simplement profiter de ce qu'on lui offre. Et c'est un acte très important, donc on a une responsabilité. Et voilà, le sujet Cuisinons pour demain, c'est déjà y réfléchir en fait. Les solutions, je les ai pas. Heureusement d'ailleurs, sinon je serais pas là aujourd'hui si j'avais les solutions pour personne les a et je pense que chacun doit trouver sa propre solution dans son environnement géographique, dans son environnement économique, en fonction de là où il se trouve, en fonction de ce qu'il fait, s'il est dans un restaurant, s'il est salarié d'un restaurant, s'il travaille pour une école, s'il travaille pour une marque de four. Enfin, voilà, chacun a une responsabilité par rapport à ce qu'il fait. On connaît les enjeux d'agriculture, de l'alimentation dans le monde aujourd'hui. Alors je pense qu'il ne faut pas avoir la prétention de tout vouloir changer parce que c'est peut-être utopique, mais en tout cas changer au moins sa façon d'être et sa façon d'y réfléchir de son côté, c'est déjà beaucoup. Et moi j'ai toujours en tête l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, qui est, vous connaissez, non? Non, mais je Voilà. vais l'écouter. Voilà, c'est l'image d'une forêt, une immensité en feu, et tous les animaux fuient la forêt. Parce qu'il fuit le feu, il fuit la mort, hein. Et il y a un petit colibri qui vole en direction du feu. Et tous les animaux lui disent: mais petit colibri, tu es fou, tu vas, il y a le feu là-bas, n'y va pas. Il dit: si, mais je vais éteindre le feu. Et il a de l'eau dans son bec. Il dit: je fais ma part du travail. Voilà. Et voilà, c'est une histoire de Pierre Rabhi, qui est un grand philosophe et maraîcher, et que j'aime beaucoup. Et je trouve ça, voilà, très symbolique de dire, même si les autres font autre chose, moi au moins je fais quelque chose de bien. Et c'est ça qui est important, et élever la conscience de ce monde dans lequel on vit. Et nous, chefs, en tant que cuisiniers, on a une responsabilité quotidienne de nourrir l'autre et quotidienne de transmission envers les collaborateurs qui nous entourent. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est vraiment l'idée principale du concours, en fait. Au-delà d'organiser un concours et de vouloir goûter des belles assiettes, c'est super. Mais en fait, voilà, moi, je veux qu'à la fin de cette journée, les candidats qui se sont engagés ont retenu quelque chose de cette conscience et de cet engagement. Oui, c'est vrai, c'est un concours de cuisine durable, éco-responsable. Et est-ce qu'on peut vous demander actuellement, de votre établissement, comment se traduit cette démarche et votre engagement, mais peut-être concrètement, et peut-être pour donner des idées à d'autres restaurateurs? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est merveilleux ce qui se passe en France et dans le monde, à travers les grands restaurants, nos maisons. Il y a un bouleversement qui arrive et qui est en place maintenant chez plein de chefs, que ce soit voilà, la culture de son propre jardin, la réflexion sur la gestion des déchets, la réflexion sur le gaspillage, voilà, et le respect aussi de l'énergie. Enfin, toutes ces choses-là qui sont en place à chaque fois, enfin à chaque fois dans beaucoup de maisons, mais à chaque fois avec une singularité. C'est ça qui est intéressant, c'est que il ne faut pas chercher à faire ce que fait le voisin, parce que c'est pas forcément applicable dans sa maison. Chacun a un mode de fonctionnement différent, a des clients différents, un volume différent, donc on peut pas appliquer tout partout. Mais voilà, nous on est maintenant depuis 8 ans à Ouche, hein, dans la campagne de Roanne, et dans un domaine qui fait plusieurs hectares, où la nature est débordante d'énergie et de beauté. Et il faut savoir que pendant plus de 80 ans, on était dans la ville de Roanne. Donc on est arrivé dans un endroit, même si Roanne est une petite ville et
et depuis 3 générations, on travaille avec un réseau d'agriculture locale, des maraîchers. C'est quelque chose de naturel chez nous, mais là, on est arrivé, c'est la nature et notre fonds de commerce, finalement, fait partie du fonds de commerce. Elle nous entoure. C'est ce qui fait la beauté de ce lieu. Qu'est-ce qu'on va en faire? La, la bichonner, la soigner, Oui, c'est la, il y a un la- verger, il y a la- un la- la potager. protéger et puis la cultiver Eh oui. pour avoir ce plaisir, je dirais, de faire vivre cet endroit. Mais attention, euh, on parle d'écosystème écologique, très important, et il y a aussi un écosystème économique. Et c'est pas pour autant que j'abandonne mes relations avec toute l'agriculture locale, parce qu'ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Donc ce potager, tout comme voilà, Jérôme, Jean-Luc, qui sont au jury aussi, qui ont tous des magnifiques endroits. Pour moi, il est très important, mais j'ai pas envie d'abandonner ce que je fais avec mon maraîcher depuis plus de 20 ans. Mm. Parce que chacun son métier aussi, hein, et il faut soutenir les autres, et tout en étant conscient et en apportant beaucoup de sens en fait dans notre métier. Déjà, je trouve que ces 2, 3 dernières années, ce qui a quand même bouleversé nos maisons, c'est la gestion des déchets, avec la mise en place voilà, de certaines règles de par les communes de ramassage, etc. Donc c'est aussi un nouveau pas vers l'éducation, en fait, hein. Moi, je vois, on a depuis toujours, enfin depuis qu'on est à Ouche, on fait du compost évidemment avec tout ce qui n'est pas réutilisable en matière organique. Puis le tri des cartons, puis le tri des emballages, puis le tri du bois, et puis maintenant le tri de tous les produits d'origine animale. Donc on se retrouve avec 7 poubelles, enfin 7 containers Ah oui, c'est de déchets différents à gérer en fait. Et tout le monde fait face au même problème. Et voilà, c'est très compliqué à mettre en place parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui coûte aussi. Et donc comment on trouve les solutions, comment on amène nos équipes à être conscients aujourd'hui de l'importance de ça en fait. Et ça se fait en fait. Et tant mieux, c'est génial. Après, voilà, on se rend compte qu'après nous, dans les collectes, etc., que ce soit les déchets recyclables ou non recyclables, voilà, c'est pas forcément comme on le souhaite, hein. Bon, c'est un peu des scandales d'État, mais bon, voilà, c'est un sujet. Mais voilà, déjà en interne, comment réfléchir à être plus intelligent, plus vertueux, tout en offrant le meilleur pour le client, hein. Voilà, et tout est à remettre dans des contextes de plaisir aussi, hein. Et il faut amener, avec tout ça, amener les clients à accepter qu'ils peuvent plus avoir ça, peuvent plus avoir ci à tel moment, que peut-être des chaussons emballés dans du plastique dans une chambre, et ben on les met pas automatiquement parce que si c'est juste pour les ouvrir et les mettre pendant 10 minutes et puis que nous, l'hôtelier, il se retrouve avec une paire de chaussons, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, mais pour beaucoup de clients aujourd'hui, c'est inacceptable de ne pas avoir ses chaussons dans la chambre, dans une chambre qui coûte X euros parce qu'il est dans un endroit prestigieux. Donc voilà, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on doit faire de la diplomatie, expliquer pourquoi aujourd'hui on tente de mettre en place des choses comme ça et toujours être à l'écoute aussi du client, hein, parce que à la fin, on est quand même des commerçants. Pour en revenir au concours, qu'est-ce qui est attendu des candidats aujourd'hui et comment se décline la grille de notation? Oui, bah, ils vont être notés sur toute la partie responsable, donc déjà le choix des produits de saison, mais ça généralement les candidats qui sont sélectionnés en finale aujourd'hui, voilà, il y a déjà eu une vingtaine de dossiers, donc tout ce qui était hors sujet n'a pas été retenu. Donc soit sur la saisonnalité, sur la conception des 2 recettes, l'utilisation du produit dans sa globalité, la gestion du gaspillage, le travail sur le goût. Et du coup, on a une grille de notation qui s'articule autour de ça. La technique, évidemment,
l'esthétisme qui vient aussi apporter je dirais la touche finale et l'envie d'avoir une belle assiette, l'utilisation du matériel rationnel de façon intelligente aussi, hein, dans, dans la gestion de l'énergie, etc., des fours et du matériel de cuisson. Voilà, la présentation aussi du candidat Oui. qui va venir présenter, donc présenter son travail, son idée du sujet. Voilà, qu'est-ce que pour lui sa vision de cuisine pour demain. Donc il n'y a pas une réponse type, on n'attend rien du tout, juste voilà, essayer de déceler chez le candidat s'il a réfléchi au sujet simplement dans sa globalité et quelle est pour lui sa vision. Et, et voilà, il n'y a pas une vision modèle, hein, c'est déjà en fait, susciter une réflexion, voilà, et un échange. Donc voilà à peu près ce qui fait partie des attentes en fait, hein, du jury et celui qui sera vainqueur et peut-être celui qui sera le meilleur sur tous les points en fait, hein. C'est la difficulté d'un concours, c'est qu'il ne suffit pas de faire que la très belle assiette, que la très bonne assiette, que celui qui utilise le four parfaitement. Non, c'est juste voilà, le meilleur sur tous les domaines, voilà. Ou la meilleure, comme au Bocuse d'Or. Et ce concours a une autre particularité, c'est qu'il est fait en duo avec un mentor et un étudiant. Et comme dans des épreuves, finalement, il y a une inversion des rôles. Donc la formation, la transmission, c'est aussi très important dans ce concours. Oui, c'est le sujet aussi, c'est-à-dire que amener le professeur à motiver son élève et puis et l'élève à motiver son professeur pour réfléchir aussi et s'engager dans quelque chose qui, voilà, qui provoque un travail. Et je pense que tout travail est enrichissant en fait. Et notre métier, on voit bien que c'est la transmission permanente et on n'est rien sans l'autre en fait. Donc et faire les choses à deux et faire les choses avec un mentor qui prend ensuite la place d'aide, de commis, Oui. voilà, de cuisinier pour assister son élève. Je trouve ça très beau, voilà, parce qu'il y a aussi voilà, une forme d'humilité en fait qui est très importante. Moi, je trouve dans nos métiers, l'humilité c'est ce qui fait avancer et voilà, et être toujours en quête de quelque chose de mieux qu'on ne connaît pas et c'est un petit peu l'idée, voilà. Alors j'ai encore une dernière petite question. Imaginons, vous avez 20 ans et vous avez une présentation à ce concours. Vous le proposez à quel mentor? Alors quand j'avais 20 ans, j'étais à l'école hôtelière, donc j'aurais sûrement choisi donc un de mes professeurs. Il y avait quelqu'un avec qui je m'entendais bien à l'école, voilà, c'était un chef pâtissier et je pense que je l'aurais proposé. Voilà, Merci beaucoup. avec plaisir.